Cette émission spéciale hors série de plein air tous azimuts vous est présentée par La Vie sportive, où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour aller jouer dehors. Vêtements, bottes, skis, raquettes, snow, courses et même vélo d'hiver. La Vie sportive, mon choix de vie. Si le plein air séduit autant les Québécois, c'est certainement parce qu'il se décline désormais sous une multitude de façons. L'époque où l'activité en nature se résumait à 2 ou 3 choix, eh bien maintenant, c'est terminé. Nous sommes à La Vie sportive pour cette émission spéciale hors série de plein air tout azimut qui est consacrée entièrement au sport de neige. Que ce soit pour les athlètes ou les amateurs, les grands sportifs ou les plus frileux, on vous propose différentes façons d'aller jouer dehors cet hiver en compagnie de conseillers experts. Je suis d'ailleurs en compagnie du directeur général de La Vie sportive, Michel Rochon. Bonjour, Michel. Bonjour, Eva. Bienvenue à l'émission. Merci. Michel, il faut dire que l'activité hivernale, ça te fait pas peur. Ça fait partie de ton mode de vie. Ça fait aussi partie de ton métier. Effectivement, nous avons plusieurs disciplines, en fait, qui touchent l'hiver et moi-même, qui est un passionné d'hiver. Alors, ça fait un bon mix. Et il faut dire que tu as beaucoup de chance parce que tu travailles à tous les jours avec des experts, des passionnés. Vous avez vraiment toute qu'une équipe ici. Nous sommes effectivement très fiers de notre équipe et vous allez découvrir dans les 30 prochaines minutes des gens qui sont passionnés, formés, afin de bien vous conseiller dans votre choix d'équipement et de vêtements. Tu l'as dit, on va s'entretenir avec certains d'entre eux, mais qu'est-ce qu'on va découvrir? Bien, plusieurs disciplines, dont des nouvelles, en fait. On va parler du ski alpin, du ski haute route, du ski de fond, du snowboard et le splitboard, qui est une nouvelle discipline, le vélo d'hiver, qui est tendance, et qu'on appelle en fait le fat bike, et la raquette. Eh bien, moi, j'ai hâte. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale hors série de plein air tout azimut. Loin de perdre la popularité, le bon vieux ski alpin ajoute discipline et équipement des plus excitants. Pour en parler, Pierre-Olivier est avec moi. Pierre-Olivier, comment s'est améliorée la pratique, mais aussi l'équipement du ski? L'équipement du ski a changé beaucoup dans les dernières années. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté des vieux équipements, qui arrivent ici, qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Il y a un ski pour à peu près chaque discipline, que ce soit le hors-route, le ski de piste, les skis de boss. Il y en a pour tous les goûts, puis pour toutes les sortes. C'est là que les gens peuvent commencer à avoir besoin d'aide. Et là, tu me parles du hors-route. C'est vraiment un sport qui est de plus en plus populaire. Quelqu'un qui veut commencer à faire demain du hors-piste, qu'est-ce qu'il doit savoir? Bien, il va savoir que ça prend beaucoup de nouvel équipement. Dans le fond, on ne part pas avec notre ski régulier qu'on a normalement pour aller en station. On a besoin d'un ski qui va sûrement être un petit peu plus large pour pouvoir avoir plus de flottaison, qui va surtout être plus léger aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va grimper pendant 1 heure pour faire une descente, quand normalement le télésiège nous apporte en 5 minutes. Fait que ça va prendre des pots de phoque. C'est ce qui permet à notre ski de coller sur la neige pour grimper. On va avoir besoin d'une botte spéciale aussi qui va avoir un mode marche qu'on appelle pour être capable d'extensionner la jambe au complet pour être capable de grimper. Des vêtements techniques, un bon pack-sac pour pouvoir traîner tout notre équipement jusqu'en haut de la montagne. Donc, c'est peut-être un ski qui peut être un peu plus dispendieux en tout et partout. Un peu plus dispendieux, mais quelqu'un qui fait que ça, bien, il ne payera pas son billet en station. Fait qu'on économise sur le billet de saison. Parfait. Tu me parlais plus tôt que les vêtements sont très importants dans le ski hors-piste. Bien, c'est sûr que normalement, quand on va en station, on va prendre des vêtements qui sont isolés, qui sont très, très chauds. Pour l'hors-piste, on va utiliser des vêtements qu'on appelle multicouches. Donc, avoir une coquille qui n'est pas un manteau isolé, mais qu'en dessous, on va mettre un isolant qui est indépendant, puis une couche de base. Le but en montant, c'est de ne pas avoir chaud. Donc, on va monter avec le strict minimum, puis on va se rhabiller en haut de la montagne pour être au sec, pas pour attraper froid. Est-ce qu'on peut faire du ski haute route dans tous les monts? Pas dans tous les monts. Il y a encore beaucoup de places que c'est interdit. Il y a beaucoup de monde qui vont faire ça dans des coins qui ne sont pas connus, dans le fond. Il y a certains secteurs, certaines montagnes qui se développent pour permettre aux skieurs de monter en pot de phoque, mais c'est pas partout encore. Et pour le ski traditionnel, on en est rendu où? Bien, pour les vrais tripeux, quelqu'un qui veut tout le temps avoir le bon outil pour aller skier, maintenant, on essaie tout le temps d'avoir 2 paires de skis. Souvent, avoir un ski pour quand c'est glacé puis qu'il ne neige pas pendant 3 semaines. On veut quand même avoir du plaisir. On va se prendre un bon ski pour les conditions dures, plus étroit, plus rapide sur la neige dure. Quand, par contre, il va y avoir de la neige qui va tomber, mais on aime ça avoir un ski qui est un peu plus type poudreuse pour pouvoir flotter, skier beaucoup plus facilement. Parce que quand on a le bon outil, on force pas mal moins puis on force mieux aussi. Fait que c'est beaucoup plus plaisant à pratiquer le sport. Qu'est-ce qui a changé vraiment, c'est qu'il y a un outil pour chaque condition. C'est là que ça devient important d'avoir des bons conseils.
Et j'ai vu dernièrement des skis très larges. Oui, ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut prendre congé les bonnes journées. Un bon ski de poudreuse très large pour aller se promener dans plein de montagnes, ça prend ça parce qu'à la place de se mettre ses talons puis de skier puis de forcer des jambes, on va pouvoir être à l'attaque puis vraiment avoir du plaisir sur le terrain. Beaucoup plus de plaisir. Et là, une fois qu'on a le bon équipement qui correspond à nos besoins, comment on entretient nos skis? Bien, il y a quelques petits trucs très simples pour entretenir notre équipement. Je t'écoute. Premièrement, c'est sûr, surtout si on fait d'autres routes, mais en station aussi, c'est de faire sécher nos bottes. Donc, pas avoir peur d'enlever les chaussons de nos bottes quand on arrive, les faire sécher. Par la suite, quand on sont sèches, on les remet puis on attache notre botte pour pas que le plastique se déforme avec le temps. On veut que la botte garde sa forme. Ensuite, au niveau des skis, c'est sûr qu'un bon cirage aiguisage, ça, on peut s'en rendre compte assez facilement. La base du ski va changer de couleur, elle va devenir blanche. Quand ça commence à blanchir, ça veut dire qu'on est dû pour une cire. Et souvent, un aiguisage en même temps aussi, ça va se dégrader pas mal à la même vitesse. Est-ce que ça arrive à toutes les saisons? Ça va même plusieurs fois par saison. Oui? Un skieur qui skie au-dessus de 40 journées peut faire aiguiser son ski 4, 5, 6 fois, dépendant si c'est un maniaque ou pas. Comme il y en a qui vont le faire un peu moins souvent, mais idéalement, on conseille environ 10 sorties de faire aiguiser notre équipement. Très bien. Il y a quelques années, la planche à neige était révolutionnaire. Aujourd'hui, on est aussi à l'ère du splitboard. Et Julien, qui est avec moi, connaît ça mieux que n'importe qui. Julien, moi, j'ai commencé à faire de la planche à neige à la fin des années 90, alors que c'était très populaire. Qu'est-ce qui diffère avec la planche d'aujourd'hui et la planche de l'époque? Énormément de choses. Je dirais que le snowboard a grandement évolué dans les 15 dernières années. On est passé de planches twin, égales des deux côtés, le devant et le derrière de la planche étaient pas mal égales. Okay. Là, on est rendu avec des planches avec des rockers, donc on a une planche qui est un peu renversée au niveau de la cambrure. On a des planches qui sont décentrées vers l'arrière. On a des planches que le devant est plus large, plus mince. Tout ça pour améliorer la descente, tout ça pour améliorer la flottaison dans la poudreuse. Okay. Je crois que dans les dernières années, ce qui a beaucoup ressorti du snowboard, c'est la recherche de la poudreuse. Et ça a toujours été. Mais dernièrement, les gens sont beaucoup plus à l'affût de ça. Puis au Québec, c'est pas un paradis de poudreuse, mais il y en a, elle est plus dure à aller chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle le freeride. Oui, clairement, okay. Le freeride. Le freeride, c'est carrément des planches qui sont finalement décentrées vers l'arrière, des bottes un petit peu plus rigides, des fixations aussi un petit peu plus rigides parfois. Okay. Toujours dépendamment de l'optique, parce qu'il y a plusieurs optiques. Il y en a qui vont aimer des bottes molles en poudreuse. Le snow reste toujours, comment dire, c'est une question de goût. Ouais. C'est qu'est-ce que toi t'aimes. Okay. Tu vas essayer de fil en aiguille, d'être toujours amélioré en ajustant ton snowboard, en prenant une botte un petit peu plus raide, un petit peu plus molle, pour finalement arriver à toi, ce que tu cherches, toujours en te faisant conseiller par d'autres gens, en écoutant tes amis, voilà. Et une chose qu'il n'y avait pas à l'époque, ça, c'est assurer le splitboard. Parle-moi un petit peu. Ça vient carrément avec le côté freeride. C'est que là, la recherche de la poudreuse, okay. Les gens ont regardé un peu ce qui se faisait dans l'Ouest depuis les années même 90, je crois. Un splitboard, ouais, une compagnie voilée qui avait des interfaces en métal que tu mettais tes fixations dessus. Okay. Puis que là, tu pouvais diviser ta planche en deux, carrément, sur la longueur, la split en deux. Ça devient deux skis qu'on inverse. Puis là, on passe en mode touring. On va mettre nos fixations sur la planche. Comme en ski de fond, la talonnière va lever. On va mettre une peau de phoque synthétique, bien entendu. Puis là, on va pouvoir avoir une traction en montée. On va monter jusqu'en haut. Donc, on monte à pied, à ski, la montagne pour redescendre après. Carrément. Puis en plus, on va avoir un paradis après parce qu'on va être seul en haut d'une montagne où est-ce qu'il y a plein de neige, des champs de poudreuse. Wow.
Puis un effort qui est intéressant à faire aussi. 1h30 monter peut-être, OK. 2 heures, 3 heures, dépendamment de la montagne. Un petit peu plus physique Donc, à ce moment-là. Oui, puis il y a un défi, c'est ça qui est le fun. C'est toujours le côté... Tu prends une chaise, tu arrives en haut, tu es déjà frette, tu commences à descendre, tu arrives en bas, tu es encore plus frette, tu rembarques dans la chaise. Là, Un exercice, un défi supplémentaire. Ah oui, puis là, ça va te prendre un vêtement technique. Tu vas te rendre compte que, là, j'aurais peut-être besoin d'une première couche, quelque chose de peut-être qui va plus respirer parce que j'ai chaud quand je monte. Peut-être même 2. Rendu en haut, je suis toute mouillée parce que j'ai eu chaud, parce que j'ai monté. Il faut que je le change. OK. Fait que, en tout cas, oui, le splitboard, finalement, on va revenir à ça juste simplement. C'est qu'on va diviser notre planche, on va monter en haut, on va arriver en haut, on va recoller notre planche, on va réinstaller nos fixations. Puis là, on est prêt à dévaler les pistes. On est prêt à dévaler les pistes. Wow! Ouais. Bien, on pourrait en parler longtemps, je pense, clair, parce que t'es comme moi, t'es un peu passionné de la planche à neige. Nouvellement, le splitboard, oui, puis la planche à neige depuis un bon moment. Bon, bien, on aura sûrement l'occasion de se revoir sur les pistes. Sans doute. Pour ceux qui veulent garder la forme à l'année longue, eh bien, lorsque vient la neige, on peut se tourner vers le ski de fond. Parce qu'on peut avoir tendance à penser que c'est une activité un peu plus légère, mais Raymond, de la vie sportive, va nous prouver que non. Parce que Raymond, il existe 2 types de ski de fond. Oui, le pas classique et le pas de patin. Naturellement, le pas classique est encore plus populaire un peu maintenant, mais le pas de patin prend de l'ampleur. Et quelle est la grosse différence entre les deux? Bien, le pas classique, en fait, on va le pratiquer dans des traces déjà faites par une machine, un BR qu'on va appeler. Ensuite, le pas de patin, c'est dans les mêmes traces, mais dans une ouverture beaucoup plus large. Ouais. Et le ski va être différent? Le ski est très différent. Plus court en pas de patin, plus long en pas classique, plus cambré, une cambrure qu'on appelle dans le mot traditionnel du ski. Et puis, plus performance à la glisse aussi, naturellement. Pour ce qui est de la pratique du sport, comment ça diffère? J'imagine le pas de patin va être un petit peu plus physique. Le pas de patin est plus physique, plus musculaire. Le pas de patin se rapproche beaucoup plus du vélo de route, vélo de montagne. Ensuite, le pas classique va se rapprocher, en fait, de la course à pied. Mis à part les skis qui sont différents, le reste de l'équipement, est-ce que c'est sensiblement le même? Sensiblement pareil, sauf qu'en pas de patin, on va avoir une botte plus rigide, plus haute. Et puis, les bâtons sont beaucoup plus longs en pas de patin. OK. Et pour ce qui est des pistes, est-ce que la majorité des pistes peuvent être pratiquées par les 2 types? Oui, de plus en plus à Québec. Puis au Québec, on va avoir des sentiers autant en patin qu'en ski classique, sauf quelques petits centres encore qui sont seulement classiques, mais c'est pas la majorité. En fait, c'est pas de patin, pas de classique, pas près pour tous les centres. OK. Mais là, rassure-moi, si je continue à faire mon petit ski de fond classique, là, je suis encore dans le coup. C'est encore dans le coup, il n'y a pas de problème. En fait, il y a encore beaucoup plus de pas classiques qui se pratiquent ces années-ci que pour le restant de l'hiver. Donc, le ski de fond, un sport qui gagne en popularité. Et toujours aussi accessible.
Raymond a plusieurs cordes à son arc, dont le fat bike, parce que qui a dit que le vélo était seulement un sport d'été? Maintenant, vélo et neige sont compatibles. Raymond, le fat bike a fait son arrivée dans les années 2000 à Québec. Environ dans les années 2000, mais il faut savoir que le fat bike était déjà aux États-Unis depuis plusieurs années, dont les gens s'en servaient pour rouler sur les plages. Ah, mais maintenant, dans les dernières années à Québec, ça a explosé. Depuis 2000, mais depuis 2-3 ans, beaucoup plus. Le sport est en croissance et on en voit à peu près dans tous les sentiers du Québec. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, décris-moi ce que c'est le fat bike. Bien, la grosse différence du fat bike, c'est vraiment les pneus plus larges, surdimensionnés, qu'on va avoir sur le fat bike. Ça fait penser plutôt à un vélo de montagne qu'un vélo de route. C'est un vélo de montagne. C'est un vélo de montagne modifié avec les fourches beaucoup plus larges en avant, les trains à arrière. Puis encore là, comme je vous disais tantôt, les roues puis les pneus surdimensionnés avec des pneus de 4 à 5 pouces de large. Et les images qu'on voit, Raymond, c'est toi sur le fat bike? C'est moi qui est allé s'amuser. Oui, tu as du plaisir. Ça a l'air le fun, c'est vrai. C'est agréable. C'est le fun. C'est un funny bike, on appelle. Oui, mais où on fait du fat bike? Un peu partout, dans les sentiers de raquettes, dans les sentiers de skidoo, pas les sentiers nationaux qu'on va appeler, mais les sentiers de skidoo pour aller à des chalets, sur des rivières gelées qui sont tapées, quand même un fond assez durci. On peut faire du fat bike à peu près partout sur une surface quand même assez dure. Et est-ce que tu penses que moi, je peux faire du fat bike? Tu peux faire du fat bike. On peut même aller faire du fat bike le soir. Oui? Si ça t'intéresse. Bien, on y va. On y va, on part. Tout le monde connaît la raquette, mais aujourd'hui, plusieurs personnes redécouvrent ce sport. Jeff, on peut le dire que la raquette, c'est un sport? Effectivement, c'est rendu un sport parce qu'il y a des centres qui sont aménagés pour aller pratiquer ce nouveau sport-là. Mais il y a différentes façons de pratiquer la raquette. Oui, que ça soit en famille ou que ça soit tout seul ou même un grimpeur qui veut se rendre à une paroi d'escalade, mais nécessairement, il a besoin d'un outil pour se déplacer dans la neige. Donc, on est quand même encore un peu au début de la raquette, là. Bien, l'évolution depuis une dizaine d'années dans la raquette est vraiment à son maximum. On a une raquette qui est partie d'une raquette de bois qui était très large, puis on l'a rapetissée, on l'a allégée, puis on retrouve des matières d'aluminium ou de plastique là, vraiment super efficaces. Là. Et j'imagine que la technique a changé aussi, parce que je me souviens d'avoir fait la fameuse raquette de bois et c'était pas évident, c'était lourd. C'est ça, une raquette qui était large, tu marchais large, ça devenait fatigant au niveau des hanches. Aujourd'hui, la raquette est plus longue que large, c'est plus efficace, puis ça va de mieux en mieux. Et où on fait de la raquette? En fait, c'est très accessible, on peut en faire n'importe où. On peut en faire n'importe où, que ce soit en montagne ou que ce soit dans une érablière, un lac, il y a plusieurs façons d'en pratiquer. C'est sûr que si tu vas choisir faire de la raquette en montagne, bien, tu n'auras pas la même sorte de raquette qu'en terrain plat. Une raquette de montagne, bien, c'est une raquette qui est très courte, avec un crampon qui est ultra agressif, tandis qu'une raquette pour le terrain plat est beaucoup plus grande, elle est plus longue, puis elle est faite pour flotter là, dans la neige. Et comment je choisis la paire de raquettes parfaite pour moi? Bien, ça va selon notre poids. Okay. C'est sûr qu'une personne pesante avec une petite raquette, bien, ça va caler. Hein? C'est une question de principe. Okay. Plus on a de portance à la neige, plus ça flotte. Fait que tout dépendant où j'en fais, le poids, je vais choisir une raquette en conséquence. Mis à part les raquettes, on n'a pas d'autres équipements? Ben, on peut parler des bâtons. Hein? Une paire de bâtons qui va stabiliser quand on marche en raquette, parce que nécessairement, quand tu t'en vas dans leur piste, dans une place où il y a beaucoup de sapins, puis là, la neige est haute là-dessus, puis là, tu marches, puis là, ça défend. D'avoir un bon point d'appui, là, une paire de bâtons, là, serait efficace. Là. La raquette, auparavant, s'attachait avec des lanières. Maintenant, c'est plus le cas. Non, ça a vraiment évolué là-dessus. C'est qu'à ce temps, c'est monté comme sur une planche à neige. C'est un système de criquet que tu crains, que c'est facile à ajuster. Même par temps très froid, là, tu peux attacher tes raquettes, même à moins 40 avec des mitaines, tu vas être capable de la serrer. Anciennement, avec des lanières, tu tirais là-dessus, ça risquait de casser. Puis...
Fait que tu penses vraiment que je peux me réconcilier avec la raquette? Bien, c'est sûr que si tu m'as parlé que tu avais des raquettes de bois avec l'évolution qu'il y a eu... OK, je vais me rééquiper. Bon, excellent. Alors, Michel, maintenant, je suis vraiment convaincue que ça vaut la peine de venir chercher les conseils d'experts lorsqu'on veut pratiquer un sport d'hiver. Bien content d'entendre ça, Eva. Et j'espère qu'on vous a convaincu à la maison de venir nous rencontrer en magasin afin de venir voir nos conseillers experts pour vous guider dans le bon choix de vos équipements et de vos vêtements. Oui, parce que ça serait vraiment de se priver d'un grand plaisir de ne pas aller jouer dehors l'hiver. Et quelle belle saison! Voilà. Et ça serait de se priver aussi de ne pas venir chercher les connaissances qu'on peut avoir ici à la Vie sportive. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir accueillis. Merci et bon hiver, Eva. Bon hiver à toi aussi. Merci. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour découvrir d'autres aspects de plein air tout azimut. On fera entre autres une sortie de pêche sur glace et on ira glisser en famille. Une petite canne. Une petite canne, je te dirais 18 à 30 pouces. On appelle ça une canne à glace, tout simplement. OK. Puis on utilise un rack qui va tenir la canne? Oui, en fait, ça, c'est l'Automatic Fisherman. C'est un nouveau produit. C'est en gros un socle, mais aussi un dispositif de ferrage pour le poisson. OK. Des ferrages, autrement dit, c'est quand que le poisson va mordre, il va se décrocher automatiquement. Automatiquement, comme ça. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est comme en été, c'est un hameçon qu'on met au bout? Oui, bien sûr, on va mettre un petit hameçon, toujours adapté en fonction de la taille de l'appât qu'on va utiliser. OK. Moi ici, puis c'est vrai que depuis quelques années, j'utilise beaucoup les larves momifiées. Des larves momifiées. Ouais, c'est une larve de papillon, OK. nourrie avec un colorant alimentaire. OK. Prends la couleur du colorant. Tu m'as entendu parler de Loi des Neiges, puis tu m'as dit, Renald, viens me voir à la Vie sportive avant de partir. Tu avais quelque chose à me Oui, proposer. j'ai un trimaran, 3 coques, qu'on va pouvoir se déplacer avec un kit de nageoire en dessous qui s'entrecroise, qu'on propulse avec nos jambes, qui fait pas de bruit. Justement, il n'y a pas de moteur là-dessus. Ça va faire en sorte que ça va avancer puis on va être capable de les approcher très proches. Ah, il y a encore beaucoup de glace sur le bord du fleuve. On ne se jettera pas à l'eau comme ça, là. C'est sûr que ce matin, je suis passé à Vie sportive, puis ici, on retrouve une panoplie de vêtements pour pouvoir aller dans ces conditions-là, dont des vêtements qui sont dry suit, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Je t'ai choisi aussi des gants, une tuque, puis des petits bottillons là, pour aller dans ces conditions-là. Ben écoute, Jeff, ce que tu me proposes, ça me semble tout à fait excitant. J'embarque avec toi, allons faire ça. Bien, au magasin, je t'ai choisi un dry suit. Un dry suit, c'est un habillement qui prend pas l'eau. Autrement dit, il y a des gasquettes en caoutchouc au niveau du cou, au niveau des poignets. Puis en plus, celui-là que je t'ai choisi, il y a des pieds. Fait que même si tu tomberas à l'eau aujourd'hui, dans un eau glaciale comme on a présentement, tu vas être correct. Je prendrai pas l'eau. Tu prendras pas l'eau. C'est sûr qu'en dessous de tes vêtements, c'est pour ça que je t'ai demandé de t'apporter des vêtements de polar qui vont t'isoler contre le froid de l'eau. OK. Et à ce moment-là, quand même, il faut toujours porter, hein, on va le dire souvent, dans des activités nautiques comme ça, il faut toujours porter de très bonnes vestes de flottaison. Oui, oui. Je t'ai choisi au magasin une veste de flottaison qui est conçue pour aller en embarcation de kayak, puis même que je vais te recommander pour aller à la pêche. Pourquoi? C'est qu'on a les épaules complètement dégagées. C'est une veste aussi que quand tu t'assis dans un bateau, elle ne te remonte pas en dessous du menton. C'est une veste qui est courte. C'est important, la veste que je te fournis aujourd'hui est approuvée garde côtière. Bien évidemment, Jeff, dans des situations un petit peu extrêmes d'eau froide comme on vit présentement, les mains, les pieds et la tête doivent être bien protégés du froid aussi. Oui, c'est ça. Là, je t'ai apporté des gants néoprène. Des gants néoprène de 2-3 mm. La même chose pour tes pieds. Les pieds, j'ai choisi un petit peu plus épais. On y était avec du 6 mm. Évidemment, on n'est pas tout le temps en lien avec l'eau, hein, avec les gants puis les pieds. Fait que avec néoprène, ça va être parfait là, pour aujourd'hui.
Jeff, parle-moi donc de ton trimaran, parce que moi, je connais absolument pas ça, là. Le trimaran qu'on a aujourd'hui, c'est la compagnie Obicat qui fabrique ça. C'est une embarcation qui est hybride. Je peux l'utiliser en kayak. Je vais pouvoir l'utiliser en trimaran avec une voile. Puis en plus de ça, je peux l'utiliser avec des nageoires en dessous qu'on va pousser avec les pieds dessus. Puis ça va faire avancer l'embarcation 4 fois plus vite que si on pagaille. Fait que c'est l'embarcation idéale pour les gens qui vont à la pêche, entre autres. Malade, hein? C'est beau, hein? Scène 3, prise 1. Tout le monde peut faire de la raquette. C'est accessible, tout le monde, les jeunes, les vieux. Exact. Les vieux, je m'excuse. C'est juste drôle, ça. Ce serait aussi une très... Ouais, ça... c'est pas très bon. Cette émission spéciale hors série de plein air tous azimuts vous a été présentée par La Vie sportive, où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour aller jouer dehors. Vêtements, bottes, skis, raquettes, snow, courses et même vélo d'hiver. La Vie sportive, mon choix de vie. 600 rue Bouvier et viesportive.com.